Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons réviser un petit peu les événements principaux de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Nous allons faire la structure de l'œuvre de ce roman à thèse pour bien comprendre l'œuvre et pour mieux répondre aussi à la question numéro 2 à l'examen régional. En expliquant chaque événement, je vais vous lire quelques passages tirés, bien sûr, de l'œuvre. Alors, commençons par le premier passage. Le premier événement, c'est la condamnation à mort, entre rêve et réalité. Nous avons déjà vu le chapitre numéro 1 et qui commence par condamné à mort. C'est la sentence, bien sûr, le verdict, l'arrêt du narrateur. Et ce texte est barré entre ces deux phrases qui constituent la sentence. Le texte commence par condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Déjà, dès le début, le narrateur a déjà passé 5 semaines. C'était un jeune prisonnier qui vit constamment avec l'idée de la mort et il est doublement captif. Il est captif physiquement et moralement. Physiquement dans une prison, il est enfermé dans la prison de Bicêtre et moralement parce qu'il ne peut penser qu'à une seule idée. Passons maintenant au deuxième chapitre. On peut le résumer. Le procès au tribunal. Le narrateur parle de son procès, bien sûr, au tribunal. Mais c'est de sa cellule. De sa cellule, le narrateur fait un retour en arrière et il va se souvenir de son procès et de sa condamnation à mort. Il va relater les circonstances, bien sûr, de son procès et sa réaction au verdict, ce verdict qui lui a fait peur. C'est un verdict qui est fatal. Je peux vous lire un fragment. C'était par une belle matinée d'août, il y avait 3 jours que mon procès était entamé. Passons maintenant au chapitre numéro 3. Les hommes sont tous des condamnés à mort. C'est cité à partir du chapitre numéro 3, qui commence aussi par la sentence condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je lis, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Dans ce chapitre, le condamné semble accepter le verdict, mais il ne regrette pas aussi trop de choses dans cette vie, mais qu'est-ce qu'il va faire? Pour lui, peu importe ce qui lui arrive, et il va se comparer avec les autres. Il va nous dire que les autres aussi, ils sont condamnés à mort, mais avec des sursis qui sont indifférents. Passons au chapitre numéro 4. Bicêtre, la prison vue de l'extérieur. Le chapitre commence à partir de la voiture noire me transporta et finit par c'est la vie vue de près. Alors, il s'agit ici d'une description intérieure, si vous voulez, ou une description qui est de près, à proximité, et une description qui est de loin de ce lieu. La description faite de loin, c'est une description qu'on peut la qualifier favorable, d'après le vocabulaire qu'elle a employé. Mais la description qui a été faite à proximité de ce lieu décrit, c'est une description qu'on peut la qualifier aussi défavorable
d'après le vocabulaire péjoratif qu'il a employé. Chapitre numéro 5. La vie en prison. Le narrateur va nous parler de ses bons rapports avec les geôliers et les détenus, surtout au début, surtout à son arrivée à la prison Bicêtre. Il va nous parler de son arrivée. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latin, etc. Chapitre numéro 6. Le condamné prend la décision d'écrire. La d'écriture, c'est un refuge. C'est la manière d'oublier ses souffrances, mais aussi c'est la manière de faire passer des messages, laisser des messages au juge. Alors dans ce chapitre, il s'agit d'un monologue intérieur, parce que le prisonnier nous dévoile sa décision de se mettre à écrire. D'abord, pour lui, c'est une manière de se distraire, c'est vrai, mais aussi c'est une autre manière d'oublier ses angoisses. Ensuite, pour ceux qui vont peut-être lire ses écrits, ils vont en tirer quelques messages qu'il voulait bien sûr véhiculer. Passons maintenant au chapitre suivant, chapitre numéro 7. Elle commence alors à penser à la mort. Dans ce chapitre, le narrateur se demande quel intérêt peut-il avoir, peut-il tirer en sauvant d'autres têtes, alors qu'il ne peut sauver la sienne. Lui-même, il est incapable de sauver sa tête. Alors pourquoi va-t-il écrire? Pourquoi va-t-il argumenter? Pourquoi se donne-t-il la peine pour sauver les autres? On peut lire un petit fragment de ce chapitre numéro 7, avant de passer au chapitre numéro 8. Une phrase par exemple qui exprime qu'il n'est pas intéressé à sauver d'autres têtes. Il a dit, je lis, « À quoi bon? Qu'importe quand ma tête aura été coupée. » Alors la phrase ici est tirée de ce chapitre numéro 7. Passons maintenant au chapitre numéro 8. Dans ce chapitre, il va compter combien de jours il lui reste à vivre. Alors le chapitre numéro 8, ce prisonnier va compter, bien sûr, ce qui lui reste, il lui reste 6 semaines, dont il a déjà passé 5 à Bicêtre. Alors, il ne lui reste presque rien. Pardon. Vous avez un fragment. Comptons ce qui me reste. 3 jours. Après, il va dire 8 jours, 15 jours, etc. Enfin, il va faire un compte, il va compter les jours qui lui restent. Passons maintenant au chapitre numéro 9. Dans ce chapitre, le narrateur se souvient de sa mère, de sa femme et de sa fille. Le prisonnier vient de faire son testament. Il pense à ces 3 personnes qu'il va laisser derrière lui. Et si Victor Hugo il voulait nous passer un message, c'est que la peine capitale ne touche pas tout simplement le condamné tout seul, mais aussi il peut toucher aussi son entourage, voire sa famille. Le chapitre numéro 10, le narrateur fait une description du cachot.
Je vais vous lire un petit fragment. Voici ce que c'est que mon cachot. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit, etc. Le narrateur fait une description de son cachot. Il va nous décrire alors ce cachot qui n'a même pas de fenêtre, tout simplement des soupirails. Et il décrit aussi le long corridor, etc., les cachots qui sont réservés aux forçats, etc. Alors, il s'agit d'une description. Passons maintenant au chapitre numéro 11. Le narrateur va continuer la description et il va nous décrire les graffitis sur le mur, les souvenirs des détenus précédents, etc. Dans ce chapitre, le narrateur est terrifié de ce qu'il a vu, bien sûr, sur les murs de sa cellule. Chapitre numéro 12. Dans ce chapitre, le narrateur va va reprendre sa lecture des inscriptions murales. Il va découvrir les noms des criminels qui ont déjà séjourné dans sa cellule. Chapitre numéro 13, il va nous parler du spectacle de ferment, le ferrage des forçats. Le narrateur se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la prison. C'est le départ des forçats. C'est un retour en arrière aussi. Le départ des forçats, bien sûr, ils vont partir à une prison spécifique aux condamnés aux travaux forcés, la prison de Toulon. Chapitre numéro 14. Le narrateur va parler encore du départ des forçats pour le bagne. Chapitre 15. Le condamné n'espère plus la grâce. Le prisonnier est dans sa cellule et il avait senti en quelque sorte un peu de liberté dans l'infirmerie, mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort et pense alors à s'évader. Le narrateur n'espère plus de grâce. Plusieurs phrases le montrent, toujours dans le chapitre numéro 15. Le narrateur a dit « Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment, il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent, c'est l'ironie. » Passons au chapitre suivant, le chapitre numéro 16. Dans ce chapitre, le narrateur va se rappeler de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie aussi. Et il va se souvenir exactement de sa fille, d'une fille, de cette jeune fille qui chantait, qui avait une voix pure, vilottée. C'est une chanson en argot. Chapitre numéro 17, il va penser à l'évasion. Dans ce chapitre, le narrateur pense encore à s'évader et il va s'imaginer déjà en dehors de la prison, dans le port pour s'embarquer, etc. C'est un rêve, bien sûr, qui n'est pas réalisable. Chapitre 18, c'est la visite du guichetier. La phrase qui le montre, le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot.
Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé en adoucissant jusqu'à la fin. Alors, dans ce chapitre, le narrateur a eu une visite spéciale du guichetier. Chapitre numéro 19, c'est la visite du directeur de la prison. Le chapitre 21, la visite du prêtre et de l'huissier. Et le chapitre 22, le voyage de la prison vers la conciergerie. C'est dans ce chapitre qu'il va nous conter, bien sûr, son voyage et sa discussion avec le prêtre et l'huissier. Chapitre numéro 24, ou 23, pardon. C'est la rencontre avec un autre condamné à mort, c'est le Frioche. Le condamné, le narrateur, est dans ce chapitre, bien sûr, et le chapitre numéro 23, ce narrateur est terrifié par la présence d'un homme inconnu dans la même chambre où il était. C'était un frioche, comme je viens de le dire, et il a été tellement terrifié qu'il lui a donné sa redingote. C'était par peur. Chapitre numéro 24, le narrateur va nous parler de ses pensées envers ce forçat, ce frioche. Et nous avons déjà dit qu'il est enragé parce que l'autre condamné, il lui a pris, contre cœur bien sûr, sa redingote. Chapitre suivant, le narrateur va être transféré aussi dans une autre cellule et on lui apporte sur sa demande une chaise, une table et tout ce qu'il faut pour écrire. Alors, c'est une installation dans une nouvelle cellule. Dans ce chapitre, le narrateur, le chapitre numéro 26, le narrateur pense à la mort. Mais aussi, il va faire un retour en arrière aussi pour plaindre sa petite fille qui imagine qu'il va rester son père. Il sera peut-être méprisé par la société, repoussé, etc. Je vais vous lire un petit fragment. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres jusqu'à la fin. Dans le chapitre numéro 27, le narrateur pense à la guillotine. C'est dans ce chapitre que le narrateur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. Dans ce chapitre, le narrateur a écrit l'image, ou l'auteur a écrit l'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Je lis à partir du chapitre numéro 27. Chapitre 28. Il se souvient de la place de grève entrevue lors de l'exécution
d'un condamné, bien sûr, il va regarder, il va être terrifié par la guillotine. Ainsi, il a dit, je l'ai cependant entrevu une fois. Je cite à partir du chapitre numéro 28. Alors, dans ce chapitre, le narrateur se rappelle avoir déjà vu une fois monter une guillotine sur la place de Grève. Chapitre 29. Il s'agit d'un peu d'espoir, peut-être la grâce. Le jeune détenu va penser à la grâce qui vient ou qui vient du roi, mais qui ne vient toujours pas. Il va estimer que les galères seraient meilleures, ou serait mieux, serait une meilleure solution en attendant bien sûr un jour de la grâce qui arrive. Dans le chapitre numéro 30, le narrateur va avoir une autre visite, celle du prêtre. Ce dernier est revenu voir le condamné. Et bien sûr, le condamné n'a pas apprécié sa présence. La phrase qui montre qu'il n'a pas apprécié la présence du prêtre, toujours à partir de ce chapitre 30, le narrateur a dit « Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. Mais avant, le narrateur il a dit « Ce matin, j'étais égaré. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ces paroles m'ont semblé inutiles et je suis resté indifférent. » Pourquoi? Parce que ce prêtre parlait machinalement. Passons maintenant au chapitre suivant, chapitre 31. Il s'agit d'une rencontre avec l'architecte de la prison. Dans ce chapitre numéro 31, le narrateur est surpris de voir un inconnu, un monsieur, qui est venu pour prendre les mesures de la cellule. Il s'agit ici d'une ironie du sort. La prison alors va être rénovée dans 6 mois, le jour même où le narrateur va quitter peut-être la vie. Je vous lis un passage. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé. Vers la fin de ce chapitre, la dernière phrase, le narrateur, parce qu'il a été choqué, il a dit « Moi, je cite, moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. » Passons au chapitre suivant, chapitre numéro 32, discours avec le nouveau gendarme. Dans ce chapitre, un autre gendarme vient prendre la relève, il est un peu brusque, et il va demander au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les 3 bons numéros gagnants à la loterie. Le narrateur va exprimer son étonnement à cause de ce qu'il a dit, entre guillemets, gendarme zinzin. Dans le chapitre 23 ou 33, il s'agit d'un souvenir d'enfance et de jeunesse. C'est un moment de bonheur. Pour oublier son présent, le narrateur va passer en revue de ses souvenirs d'enfance et de jeunesse et il s'arrête
longuement sur le souvenir de Peppa, une fille avec laquelle il était en relation. Il était amoureux et avec laquelle il a passé une belle soirée d'été. Je lis un fragment. Je me revois enfant, écolier, rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande, jusqu'à ce qu'il va dire, et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné, il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. C'est dans le chapitre 34 que le narrateur va penser à la mort. Au milieu des souvenirs de la jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre son passé et son présent, il y avait une rivière de sang, le sang de l'autre, sa victime, et aussi son sang. C'est le coupable. Dans le chapitre numéro 35, le narrateur pense à la vie des autres, leur joie et leur bonheur. Il pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à mener leur vie le plus normalement possible au monde. Dans le chapitre 36, il s'agit d'un souvenir. Le narrateur se rappelle ensuite du jour où il est allé voir la grande cloche, le bourdon de Notre-Dame, la cathédrale bien sûr à Paris. Et dans le chapitre numéro 27, le narrateur fait une description de l'hôtel de ville. Chapitre numéro 38, ils sont une douleur physique. Vous avez un indicateur temporel, il est 1h15. Le condamné va éprouver une violente douleur. Il a mal partout. Dans le chapitre suivant, le narrateur aussi va parler de ses souffrances morales. Le narrateur va se demander pas plutôt comment on peut savoir une telle chose, comment on peut savoir est-ce qu'on va se sentir la douleur pendant l'exécution ou non. Parce qu'on dit que sur la guillotine, on ne souffre pas. Dans le chapitre 40, le narrateur va nous raconter ses pensées pour le roi qui peut le gracier. Alors dans ce chapitre, le détenu pense au roi et il va nous dire que c'est de lui que viendrait toujours la grâce tant attendue. Le chapitre 41, le narrateur va parler de l'horreur de la mort. Le condamné, le prisonnier, va se mettre dans la tête une idée qu'il va bientôt, alors l'idée c'est qu'il va mourir bientôt. Et c'est pour cette raison-là qu'il va demander à un prêtre pour se confesser. Le narrateur, dans le chapitre suivant, va parler d'un cauchemar. C'est la mort qui guette. Dans ce chapitre, il se laisse dormir un moment, c'est son dernier sommeil, et il va faire un cauchemar et il va se réveiller frémissant, baigné d'une sueur froide. Je vous lis un fragment.
J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis. Je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant. Alors le narrateur va nous parler d'un cauchemar. Le chapitre 43, il s'agit alors de la visite de sa fille avant son exécution. Dans ce chapitre, Marie vient rendre visite à son père. Le narrateur, il va être choqué devant la fraîche et la belle petite fille qui ne lui a pas reconnu. Marie croit que ce n'est pas son père. Alors, le jeune, ce condamné, va perdre tout espoir parce qu'il avait espoir en sa fille. Chapitre suivant, le narrateur va faire des réflexions sur la foule des spectateurs heureux. Dans ce chapitre, le détenu a 1 heure devant lui pour s'habituer à mourir. Mais la visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir total. Dans le chapitre numéro 45, le narrateur, ou plutôt 46, le narrateur va faire une dernière pensée pour sa fille. Marie vient de partir. Le père se demande alors s'il a le temps de lui laisser une trace, de lui écrire quelques pages. Dans le chapitre suivant, le narrateur, on peut supposer, c'est la note de l'éditeur, le narrateur peut-être a perdu ses feuilles du chapitre, ou il n'avait pas le temps d'écrire ce chapitre. Dans le chapitre numéro 48, le condamné alors est emmené vers la guillotine devant la foule des spectateurs. Dans ce chapitre, le condamné est dans la chambre de l'hôtel de ville. L'indicateur temporel, d'après le texte, c'est 3 heures. Et on lui a averti qu'il était temps. Alors, le bourreau et ses 2 valets vont lui couper les cheveux et le coller avant de lier ses mains, etc. Alors, on prépare le condamné ce sont les toilettes du condamné, on lui prépare à mourir. Pour finir, le chapitre numéro 29, c'est l'ultime espoir. Il supplie les exécuteurs. Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié qu'on lui donne encore du temps, 5 minutes, pour attendre la grâce, etc. Alors il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. Bien, alors jusqu'ici nous avons fait la structure du texte. Alors l'objectif de cette structure, il a pour objectif de vous aider à mieux saisir les événements de chaque chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.